Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, bienvenue dans Classico, votre émission foot du lundi de 21h à 22h sur Radio J. On est très heureux de vous retrouver, merci encore pour votre fidélité à notre programme et pour les messages que vous nous laissez chaque semaine sur les réseaux. Au programme ce soir, l'Olympico avec la victoire hier soir sur le fil de l'OM, les Olympiens de retour comme dauphins du Paris Saint-Germain, avant un Lens OM dans 15 jours qui s'annonce déjà formidable. On tire également un premier bilan de l'ère Laurent Blanc dans le Rhône. À domicile, c'est franchement pas fameux, vous le verrez, même si des progrès sont notables dans le jeu. Et puis on parlera également du Mercato et du Paris Saint-Germain, qui pour succéder à Christophe Galtier, probablement sur le départ. José Mourinho est-il l'homme qu'il faut pour le PSG? On va poser la question à nos chroniqueurs et à notre invité que je m'empresse de vous présenter. C'est l'heure du casting du soir. C'est l'avocat de Classico, bonsoir Benjamin Krief. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Benjamin, ton image forte du week-end? Mon image forte du week-end, c'est la victoire lensoise. Super soirée, vraiment, c'est une équipe qui continue, ça marche en avant, il y a quelque chose, il se passe un truc quoi. Dans cette équipe, c'est hyper agréable de les voir jouer. T'as envie de les voir en Ligue des Champions? Ouais, j'aimerais bien, ouais. Ils ont marché sur Monaco, c'était vraiment beau. Voilà, c'était un match qui m'a un peu plus fait vibrer qu'hier soir. Pourquoi? Parce que je te dis, il y a cette vista lensoise, il se passe un truc entre eux et c'est beau à voir, c'est une équipe qui joue match après match, peu importe ce qui se passe, on l'a vu au Parc des Princes, ils sont à 10 mais ils continuent à jouer. C'est vraiment une équipe coup de cœur j'allais dire, mais même si c'est pas une découverte cette année. Bonsoir David Guzman. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Ton image forte aussi du week-end, c'est la même que Benjamin? Pas du tout. Alors moi je vais parler d'une équipe dont on parle peu. Alors je trouve que c'est peut-être l'équipe la plus méritante de Ligue 1, c'est Clermont. Clermont qui est de Pascal Gatien, qui est déjà maintenu arithmétiquement. Clermont qui a perdu la plupart de ses meilleurs joueurs cette saison, dont Bayo, son avant-centre, qui ne réussit pas vraiment à Lille, qui a perdu Zedaka, qui a perdu son gardien, qui a perdu sur blessure Edson Saïdou, son meilleur défenseur central. Et pourtant, en changeant de système, ils sont là. Et alors qu'une année à 4 descentes, ils sont déjà sauvés. Donc bravo Gatien, bravo Clermont. Clermont qui est aussi en finale de Coupe Gambardella. Je pensais que tu allais nous parler d'Arsenal, ton club de cœur. Tu veux nous en dire un mot quand même? Ah oui, Arsenal c'est compliqué. Je pense que s'ils sont en train de perdre le titre, la blessure de Saliba a fait énormément de mal. Ça les pousse à défendre un peu plus bas, à moins bien défendre. Et on voit que ça commence à craquer. Les cadres aussi commencent à craquer. Saliba qui sera probablement disponible jusqu'à la fin de la saison. Tout à fait. Notre invité du soir est l'une des voix les plus populaires de l'émission l'After Foot sur RMC. Tranchant de ses interventions sur l'OM, mais pas que, en font un chroniqueur apprécié, mais aussi redouté dans les débats. Bonsoir Jonathan Macardy. Salut tout le monde. Si j'avais eu la primeur du jingle, je ne serais pas venu. C'est vrai. Magnifico, Mbappé et tout. Vous voulez me filer de l'urticaire ou quoi? Ravi de t'accueillir dans Classico. On changera la prochaine fois. Il y en a d'autres. Il y a l'OM qui arrive, t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu retiens du week-end de foot? Un seul homme. El Niño Maravilla. Alexis Sanchez, masterclass. C'est dingue d'avoir un joueur de cette classe-là, de cette trempe-là en Ligue 1, à l'Olympique de Marseille. Il y a tout qui va bien quand je le vois avec le maillot ciel et blanc sur les épaules. Donc c'est le meilleur joueur depuis très longtemps à l'OM que tu aies vu jouer. Il y a mon collègue Flo Germain qui dit que c'est le meilleur joueur depuis plus de 10 ans. J'ai un peu du mal émotionnellement parce qu'on a quand même eu un cru 2014-2015 d'André-Pierre Gignac qui était exceptionnel, mais on n'est pas loin de ça. Un talent pur. Sanchez est meilleur. Un talent pur, oui, évidemment. Tu l'imaginais à ce niveau-là, à 34-35 ans? À ce niveau-là, non. Très franchement, dans la capacité à répéter les efforts, dans la capacité à être dans le rythme tout de suite, j'avais un petit peu du mal, mais ce qui me surprend le plus, c'est son investissement. Parce que moi, l'image que j'ai d'Alexis, c'est pas une image négative, attention, c'est l'image d'un mercenaire. C'est-à-dire que le mec, il va là où il y a l'argent, là où on le paye. Mais c'est un super mercenaire, c'est-à-dire qu'en plus de venir et de prendre son chèque, il y met ses tripes. Donc franchement, je suis époustouflé, j'espère qu'il restera une saison de plus. Tu penses qu'il s'est attaché à la ville? Aux supporters ou je sais pas, il est discret, il fait le job, mais la manière dont il fait le job, à savoir il vient, il est décisif, il emmène le groupe derrière lui et en plus il se dépouille, je m'en fous qu'il s'attache à la ville ou pas au final, il donne ce qu'on lui demande sur le terrain, donc c'est parfait. Tu penses qu'il sera encore là la saison prochaine? Son agent a fait une déclaration récemment allant dans ce sens là, donc j'espère qu'il sera là pour redorer le blason de l'OM en Ligue des Champions.
On parlera peut-être de Ligue des Champions tout à l'heure au sujet de l'Olympique de Marseille. On explorera également ton parcours assez singulier, Jonathan, notamment des salles de grappling. Benjamin, est-ce que tu sais ce qu'est le grappling? Je prononce bien, Jonathan? Bien sûr. Jonathan, ouais. Jonathan, je prononce bien. Tu grappes, donc tu attrapes des choses. C'est pas si loin. On en parlera tout à l'heure dans J'ai fait LV2 anglais quand même. En deuxième partie d'émission. Chers auditeurs, Classico est à suivre sur radioj.fr et en vidéo sur Facebook et Twitter. Émission également disponible sur la page YouTube de la radio. Classico saison 3 épisode 94. C'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Voilà. C'est mieux ça. Jonathan est avec nous pour parler de l'OM et de cette victoire des Olympiens hier soir en fin de match au Groupama Stadium. Deuxième victoire cette saison en championnat de l'équipe d'Igor Tudor face aux Lyonnais. C'est une victoire qui est méritée. Jonathan, on commence avec toi. C'est une victoire qui est amplement méritée. Je pense qu'il y avait même moyen de pas serrer les fesses jusqu'à la dernière minute parce que je pense que Marseille a été très largement supérieur dans le jeu. Marseille a su prendre la mesure de Lyon qui reste un Lyon. Alors il y a du mieux, mais ça reste une équipe quand même assez médiocre. On va pas se mentir, avec des joueurs qui à sont ce point-là plus... médiocre. On va parler tout à l'heure dans le détail, mais je pense qu'il y a des joueurs qui sont plus des starlets que de vrais joueurs de foot. Donc que Marseille gagne, pour moi, c'est logique. Sur le papier, l'équipe est bien meilleure. Dans le contenu, ça a été. Mais je pense qu'il y a encore 2-3 choses à régler, notamment du point de vue de la finition et de l'animation offensive pour s'éviter des sueurs froides. Parce que franchement, faut pas être cardiaque quand tu regardes ce match-là. ça fait aussi le charme de ce type de match. Benjamin et David. Sans doute que Marseille aurait été plus serein dans ce match-là sans un grand Lopez. Mais ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Il sort facile 2 parades qui sont des buts. C'est sur Klose. Qui sont des buts. Sur Klose et même le face-à-face où il va la chercher rapidement avec sa main gauche au sol. C'est des arrêts magiques. Et en plus, il y a le but tout de suite d'égalisation. Ça, c'est magnifique. Mais donc, sur l'ensemble du match, il n'y a pas photo. Lyon, on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que tu sens une équipe inoffensive, quoi. Je sais pas, je prends l'exemple de Barcola, par exemple. Restons sur l'OM, on va en parler dans quelques instants. Écoute, oui, voilà, la victoire est méritée. Encore une fois, sans Lopez, il gagne de 2 buts d'écart et c'est totalement mérité. David ? Moi, je pense que c'est la meilleure performance de l'OM depuis quasiment des matchs retour. Une performance très complète. Ils ont complètement fait déjouer Lyon. Moi, c'est surtout athlétiquement et le pressing marseillais qui a complètement étouffé l'OL, qui ne pouvait pas ressortir court et qui, dès que l'OL jouait long, ils récupéraient les deuxièmes ballons. Moi, j'ai vraiment été impressionné athlétiquement et dans la disponibilité. Voir les 2 pistons redoubler d'appels proposés dans les 10 dernières minutes. Il y en avait 2 de pistons, t'es sûr ? J'en ai vu qu'un. Mais ils ont changé de côté en fait, c'est pour ça que t'as été un peu à la 30e, ils ont changé de côté. Vous dire un mot sur Klose. Il y avait un mec avec des tatouages et une coupe chelou, c'est lui le second piston ? Ouais, je crois que c'est lui. Okay. C'est celui qui a raté l'occasion. T'aimes pas beaucoup Caboret ? Non, justement, je pense que Jonathan Klose, c'est son frère qui joue depuis le. Tu l'as pas trouvé bon hier ? International. Le pauvre, il est brinque-ballé à droite, à gauche. Ouais, mais pas facile, mais à droite, il est pas bon, à gauche, il est moyen. Donc au final, tu sais pas trop le faire jouer. Tu l'as trouvé moyen hier ? Moi, je l'ai trouvé très moyen, très brouillon. On est en mesure de s'attendre un petit peu mieux dans le joueur sur lequel Marseille a consenti un investissement somme toute assez important. Vu ce qu'il nous a montré lors de la première partie de saison, qui était très très bon, si ce n'est excellent, on peut forcément qu'être déçu, et je pense qu'il est dans le 11 d'Igor Tudor pour une seule raison, c'est qu'il n'y a pas vraiment de remplaçants et que ils sont juste 3 pour 2 postes. Après, tu dis un truc très intéressant, tu as parlé du côté athlétique. Je pense que le problème de Marseille depuis le retour depuis l'après-Coupe du Monde, ça a été que c'est une équipe qui était rincée physiquement. Parce que le jeu de Tudor est très énergivore. Il y a eu une interview, je sais pas qui c'était un petit peu passé à l'as, mais où c'était, il me semble, Valentin Rongier qui expliquait que il y avait eu un nouveau cravachage de préparation foncière pour justement essayer d'aborder la dizaine de derniers matchs qui restaient en ayant le plus de gaz que possible. Voilà, c'est une équipe qui est dépendante de ça. Alors, je comprends que tu parles de Lens, c'est vrai, parce que Lens, t'as l'impression qu'il y a quand même des choses qui sont un petit peu plus abouties dans le jeu, qui font que cette équipe, même si les joueurs sont peut-être rincés, il y a des choses qui ont été travaillées qui font que cette équipe continue de produire du jeu. Marseille est totalement dépendante de l'état de forme de ses joueurs, de l'état de forme physique, de la capacité à répéter les efforts. Et là, j'ai l'impression qu'on repart bien. À l'époque de Bielsa. Non, c'était différent. En termes de dépenses énergétiques et de courses. Je pense que Bielsa, c'était plus une usure psychologique aussi. Ouais. En fait, il est tellement exigeant et les consignes sont tellement multiples qu'à un moment, le corps et les jambes lâchent avec Bielsa. On l'a vu à Leeds, en fait, en première partie. Partout il est passé. Je pense que c'est vraiment la tête guide les jambes et qu'à un moment, il n'y a plus de connexion. C'est tellement exigeant que c'est sur l'espace d'une saison, c'est compliqué. Parce que les stats à l'époque, en 2014-2015, n'étaient peut-être pas aussi développées qu'aujourd'hui.
aujourd'hui. C'était il y a quasiment 10 ans. Mais je pense que l'équipe de Tudor court autant, si ce n'est plus, que celle de Bielsa. Hein. Si tu regarderais les courses à haute intensité, tous les sprints, etc., je pense que c'est kiff Bourrico. Benjamin, tu voulais dire quelque chose sur Non, cet on s'est posé aspect-là la question la semaine dernière d'est-ce qu'il allait reconduire l'équipe de 3 avec, face à 3 avec Vitinha devant et Sanchez sur le côté. Bon, la réponse a été non, mais On avait raison. On avait raison. Il y avait un pépin Pépin physique. de Vitinha. Ouais. Bah, il est rentré à la fin, effectivement. Je sais pas s'il a un pépin ou pas, mais bon, Ouais. il n'a pas montré grand-chose. Ne lance pas les sujets qu'il fait. Non, mais c'est vrai qu'hier, il est rentré 10 minutes, même pas. Il a rien montré, il était un peu à contre-temps, mais c'est dur en même temps de rentrer dans un match comme ça à haute intensité. Moi, il y a un joueur de cet OM que j'adore. Vous étiez bien moqué de moi d'ailleurs la dernière fois, mais c'était pas toi. Je te regarde, mais c'était pas toi. Quand j'avais parlé de lui, c'est Gigot. Ouais. Gigot, ce mec. C'est imposé, ouais. Sérieusement, derrière, il dégage tout ce combat là, toute cette abnégation. Il lâche rien, il lâche pas un ballon. Il a fait mal à Lacazette et aux autres. Moi, je trouve que c'est des joueurs derrière qui sont hyper importants. Alors du coup, Balerdi hier a joué à la place d'Mbemba. Je sais pas s'il y a Moi, j'ai off adoré ou la pas. performance de Balerdi hier. C'était un choix Alors, important. on sait Alors, je sais pourquoi pas si c'est bizarre. 24 heures après, pourquoi Mbemba n'a pas joué. Même quand il l'a appelé pour rentrer, je sais pas, j'ai senti un flottement, il avait le sourire Mbemba, l'autre il lui disait de se dépêcher, je sais pas, je me suis demandé s'il y avait Moi, pas je pense qu'il y un a, off. il y a une anguille sous roche avec Mbemba, c'est pas normal, c'est voilà. le meilleur joueur de l'équipe avec Alexis depuis le début de saison, qu'il soit mis sur le banc alors qu'il est pas forcément blessé, je pense qu'il y a un vrai problème. J'entendais mon collègue Daniel Riolo qui disait qu'il allait enquêter, j'espère qu'on aura des réponses parce que ça me semble être très bizarre. Balerdi fait un match de bonne facture hier, mais ça reste Balerdi, c'est-à-dire qu'il est, pour moi c'est le Ronald Zubar des temps modernes, il est capable de faire des matchs de 89 méchant, ça. Il est capable de faire 89 minutes où t'as l'impression que c'est Beckenbauer, et puis il y a une minute où il va faire n'importe quoi et il va te coûter 2 buts. Donc c'est très compliqué avec lui. Après sur Gigot, écoute, moi Gigot, quand il arrive à Marseille, j'étais ravi parce que j'avais regardé son parcours parce que évidemment c'est un enfant de la région. Il a commencé à Arles-Avignon en pro, c'est ça hein. Exactement. J'avais regardé son parcours en Russie, je trouvais que c'était un très bon défenseur, je regardais les stats excellentes. Il a eu des débuts où il a fallu s'adapter, c'est normal. Il arrive, il revient dans sa région avec une pression de malade mentale. Il y a toute sa famille qui est au stade, je pense qu'il avait jamais vécu. Il signe il y a 6 mois, donc en fait il a le temps un peu de. Il a le temps de cogiter, de se dire Exactement. oh là là, je vais jouer à Marseille. Il n'était pas destiné à jouer à Marseille, donc je pense qu'il a dû digérer tout ça. Mais le problème, on va pas se mentir, hein, c'est juste qu'il s'appelle Gigot et que du coup il a un nom marrant, que les gens sont foutus de sa gueule sans vraiment savoir et sans lui laisser le temps. Mais c'est un défenseur de très très bon niveau. Et vous regarderez les statistiques en termes de duel de la tête remportée, il est numéro 1 en Ligue 1. Ça veut dire beaucoup pour moi pour un défenseur central. On a tendance à penser que les défenseurs centraux ça doit être des esthètes. Alors pour moi, les défenseurs centraux, avant tout, ça doit être des mecs durs qui font mal, qui vont à la maillotche. Et Gigot, il fait tout ça. Il fait tout ça et en plus avec le style. Moi, je pense que, franchement, je suis amoureux de lui. Et Vitinha, t'es amoureux de lui, Jonathan? 32 millions, t'es piquant hein, aujourd'hui. avec les bonus. Non, mais je sens qu'il y a un sujet. Il y a un T'es petit piquant sujet. aujourd'hui, toi. Contrairement à Gigot, je ne l'avais jamais vu jouer auparavant. Je ne savais même pas je savais pas qui il était. Pour moi, de ce que j'ai vu, il a des boîtes en métal au bout des pieds. Voilà, il a les pieds carrés. J'imagine que t'as regardé ce qui se passait pour lui au Portugal. Non, je savais pas. Non, mais J'ai après regardé sa signature, je suis un peu j'ai renseigné, regardé des highlights YouTube où t'as l'impression que tu fais un highlight YouTube de n'importe qui, c'est Messi, tu vois. C'est trop facile. Non, moi, pour moi, de ce qu'il nous montre à Marseille, même s'il a marqué lors du dernier match, etc., techniquement, j'ai du mal à voir ce qu'on lui trouve. Dans son intelligence, dans ses placements, on en parlait avec David avant l'émission, pour moi, il sait pas se placer entre ces deux défenseurs centraux, c'est problématique surtout quand tu joues à une seule pointe. J'ai du mal à voir des capacités, des qualités qui valent 30 millions d'euros en termes de jeu de tête et de duel. Après, il est jeune, je peux me tromper, on s'est tous trompés à de maintes et maintes reprises quand on parle de foot et quand on fait des prédictions. J'espère vraiment me tromper, mais pour l'instant, de ce que je vois, c'est compliqué. Après, on va lui laisser 6 mois. Regardez Unai qui est arrivé après une Coupe du Monde étincelante, c'est compliqué à Marseille aussi. Il y a le contexte, il y a le fait de découvrir une nouvelle culture, un nouveau langage. Il y a beaucoup d'attaquants à Marseille qui ont mis du temps à s'imposer. Papin, Gignac. Depuis Gignac, il n'y en a pas. Depuis Gignac, il n'y en a pas. Il y a eu Dario Benedetto qui a fait une première saison, 3/4 de première saison correcte. Balotelli. Mais c'est tout. Ça lui a posé assez vite. Il a mis quelques buts. C'était le seul. Il avait une personnalité qui allait bien avec l'OM aussi. Tu prends Balotelli, les 6 mois de Balotelli et tu prends les 3/4 de saison de Benedetto, c'est correct, mais on est loin des standards André-Pierre Gignac. Ouais. Mais Vitinha, tu sens qu'il, encore une fois, on en parlait la semaine dernière, même après l'interview d'après-match, il est sincère, il dit que ça a été difficile, le prix de son transfert et tout. Voilà, il est très jeune, il est très frais encore. Est-ce qu'il est prêt pour ce contexte marseillais? Il n'est pas prêt pour être le numéro 9 star de l'OM, ça se voit. Encore une fois, je rattache ça à son interview d'après-match de la semaine dernière. Il transpire de sincérité, mais de fragilité encore aussi, donc c'est difficile. Il y a eu Bafé Gomis, excusez-moi.
Ah, la Panthère. Faut pas oublier. Pour moi, qui c'était était une titulaire, énorme erreur d'ailleurs de La pas le Panthère. prolonger, Baffé. Bah, tout ça pour prendre Galère Germain. Vraiment, je pense que c'était. Non, c'était un tournant en vrai, vraiment dans le développement Bien sûr. sportif de l'OM. La séquence du grand attaquant qui a été beaucoup moquée dans les médias, on voit qu'il a continué à marquer en Arabie Saoudite, en Turquie, il marque toujours. Donc pour moi, c'était un tournant dans le développement sportif de l'OM. Mais Vraiment, c'était un leader en plus. un On vrai va écouter leader. un Et autre grand quelqu'un de attaquant. la Seine-sur-Mer en plus du coin. Donc, En plus. On va écouter un grand attaquant, Jean-Pierre Papin, hier soir après le match. C'était un match qui était important, on savait que c'était important, on savait qu'on n'avait pas le droit de se manquer, il fallait rapporter quelque chose. Alors les 3 points, je dois dire, comme ça sur le fil, ça fait hyper plaisir, mais on aurait dû gagner avant, on avait 2-3 occasions où on doit les mettre, et à ce niveau, pour ce qu'on joue, on doit les mettre au fond, on n'a pas tergiversé. JPP au micro de Prime c'était Video. la quoi marionnette des Guignols ou c'était le vrai Là, c'était le vrai. C'est quoi son poste à Il est JPP? conseiller du président. Il est ambassadeur aussi, je crois. Et il est conseiller aussi, je crois. Concrètement, Enfin, un peu les deux, concrètement. je ne sais pas. Ne sois pas jaloux envers les gens qui arrivent à se dégoter des emplois fictifs à très haut salaire. Je vais te dire, je suis jaloux parce que je considère que, même si on a un groupe de potes hier où on se charriait mutuellement, mais je pense, tu vois, moi qui suis abonné au Paris Saint-Germain, je pense que tu vois, d'avoir des personnalités comme ça du club, c'est quand même important. Parce que Oui. je pense pas qu'il fasse grand chose, mais d'avoir une, Non, tu c'est vois, bien une que légende voilà. du club, Tu un sais, regarde, Ginola. quand il y a le mec qui faisait la grève de un la faim rail. là, devant la commanderie pour dire qu'il voulait plus voir jouer Balerdi, il a été, il lui a parlé. Ouais. Je pense que ça a envoyé un message positif au groupe. Après, si on parle vraiment d'emploi fictif, t'as eu quand même Pénélope Kluivert qui est venue à ton club, la même séquence que la fameuse Pénélope. Et nous, on a eu le bon vieux Basile Boli. Ouais, mais Kluivert, en termes d'historique PSG, tu vois, c'était zéro. Nous à Bordeaux, on a que ça des anciens. Hein. On voit où on en est. Donc, C'est pas fou, mais bon. Tu étais content malgré tout de le revoir, Jonathan, Jean-Pierre Papin? Bien sûr, t'es obligé d'être Bien content. sûr, bien sûr. T'es obligé. Et puis dans un coin de ma tête, alors là, je sais que Tudor est très restrictif avec son staff, mais moi j'aimerais bien qu'il ait aussi Qu'il entraîne les un petit attaquants rôle, de un demain. petit rôle d'entraîneur des attaquants. Tu Ouais. vois, j'aurais bien aimé. Je pense sincèrement, c'est peut-être dans ma tête, hein, mais qu'il aurait pu remettre la tête à l'endroit d'Arcadius Milik. On parlait d'attaquant, pour moi c'est un grand regret qu'Arcadius Milik ça n'ait pas marché parce que c'est un joueur de classe. Mais non, c'est très bien qu'il soit au club. Et puis sur son analyse, il a totalement raison. Marseille aurait dû se mettre à l'abri bien avant. Pas de doute Est-ce qu'il là-dessus. y a tu rêves d'un autre attaquant pour la saison prochaine en cas de qualification probable désormais à la Ligue des Champions? Moi, je suis romantique, hein. Je rêve que Milik revienne et qu'il ait la tête à l'endroit. Et l'option d'achat n'est pas encore levée, il Non. me semble. Non, je crois pas. Et je pense que c'est une bénédiction, une chance, tout ce que vous voulez. les problèmes de la Comment Juve. on dit en hébreu, il n'y a pas pour signifier C'est la le chance. mazal Voilà, sûrement, voilà, qu'il ait un jour décidé de signer un contrat à l'Olympique de Marseille. Il s'est passé ce qui s'est passé, il y a eu des mésententes avec l'entraîneur, mais c'est un joueur de classe. Et tu garderais les autres aussi, Bien Vitinha et Bien Sanchez. sûr. Ah, bien sûr, ouais. Sanchez, il est utilisable en fait vraiment dans Ouais, les ouais. deux de derrière très facilement. C'est là où On je a Arsenal. vu Tudor très heureux à la Et fin Under. du match hier. Under. Ender, c'est un peu différent encore. Ouais, bah il est là, il est. Moi, je l'aime bien. aujourd'hui- Ouais, Non, Under, non ouais, non, mais oui, il marque encore hier. Je hein. pense qu'il est amené à partir, hein, notre ami. Pourquoi? Parce que. Correspond dans pas le- aux attentes de. Non, de non, Tudor il est très bon, mais dans la logique Longoria, il faut que le cash rentre quand le cash est disponible. Et il a rendu des beaux services à Marseille. L'année dernière, il a été très bon. Hier, je l'ai trouvé très bon. Excellent. J'ai trouvé qu'il avait retrouvé, justement, c'est moche comme phrase, il avait retrouvé de l'entrain et de la vivacité. On en revient aux déclarations de Valentin Rongier qui font sens maintenant avec la préparation foncière qui a été entreprise. Et j'ai trouvé qu'il a fait un très gros match, que je l'ai trouvé juste dans ses choix. Parfois, il a une tendance à pas trop lever la tête, à toujours un petit peu s'en mêler les pinceaux. Je trouve qu'il a été très bon dans le collectif. Je l'ai vu 2-3 fois revenir prêter main forte à Vertou et Rongier au milieu de terrain. Très gros match d'Under hier. Comment tu positionnes Tudor dans la galaxie des derniers entraîneurs Marseille? Tu le préfères à un Bielsa, un Sampaoli? Bielsa, non. Un mec qui préfère un entraîneur à Bielsa, sur les 20 dernières années de Marseille, c'est qu'il est fou, quoi. C'est qu'il est fou, qu'il aime pas le foot. Quand t'as Bielsa à Marseille, t'es obligé d'aimer. Et si t'aimes pas, c'est que t'aimes pas le foot et regarde autre chose. Regarde du curling ou je sais pas. Mais après. Y compris en regardant la fin de Mais l'histoire? ouais, c'est ça, Même Bielsa, avec t'as la quand même la fin de l'histoire qui est Mais toujours compliquée. En quoi. fait, je vais t'expliquer un truc. Dis-moi. En tant que supporter de Marseille. Dis-moi. C'est que cette saison, on se rappelle pas qu'on a terminé 4e, mais on peut se rappeler d'une centaine de moments et d'émotions qu'on a vécues. Ouais. Le but de Gignac où il marque à la dernière minute, il va lui mettre une petite claque derrière la tête de Bielsa. Le match contre Monaco où Alessandrini rentre et il marque. On se rappelle de la défaite Alessandrini. contre Lorient. Le match à Caen, je crois que c'est une des plus belles symphonies collectives que j'ai vues dans l'histoire de la Ligue 1. C'était symphonie collective, extraordinaire. Ah, c'est bien. Donc voilà, c'est les Est-ce les que, émotions qui sont est-ce que créées. Tudor il t'amène pas justement un peu ces deux côtés? Il t'amène un peu plus de stabilité parce que le gars est stable quoi. Le mec il est là, il lâche Il est rien. rigoureux, quoi, aussi. Il coach chaque passe, il la coach. Et il y a aussi cette folie où on sent que Ça manque de régularité et de créativité en termes de jeu.
enfin ça manque de régularité dans la créativité en termes de jeu, et t'es quand même, à mon goût, un petit peu trop dépendant de l'état de forme physique de tes joueurs. Après, c'est très bien. Moi, Sampaoli, j'ai jamais vraiment été fan. On a vu des belles choses, mais je savais que ça allait mal se terminer parce que j'avais suivi comment ça s'était terminé au Chili, à Séville, comment ça s'est passé en Argentine, et je pensais que ça allait vraiment partir en cacahuète. Mais il a une chance, Tudor, c'est qu'il passe après une séquence où il y a eu des incompétents sur le banc de Marseille. Je te parle pas de Sampaoli, mais le premier entraîneur phare de l'ère McCourt, je vais même pas dire son nom, mais c'était le plus grand guignol que j'ai vu sur le banc de Marseille. Il avait le président qui allait bien avec. Je veux bien. Spécial tout. Ouais, voilà. Ouais. Villas-Boas. Non, les deux. Alors les deux. Ah. Tu vois Rudy Garcia? Bah les deux, ouais. Ah oui, les deux. Mais moi, je mets les deux. Les deux. Villas-Boas. Villas-Boas. Ah, Villas-Boas, putain. Ouais. Villas-Boas. Ouais, mais il était beau aussi. Il était très bon. C'était la classe de l'avoir sur le banc quand même. Ouais, mais il était Putain, nul, Rudy il était Garcia, nul, vous il êtes était durs nul, les mecs. il était Putain, nul. un supporter du club, il vous. aussi quand même. Comment? Il a fait le Dakar quand même, Villas-Boas. Putain, Rudy Garcia, qui l'aime ce mec dans le Il a monde? fait venir Balerdi aussi. Qui aime, franchement, qui aime ce gars? Bah tous les gens. Les supporters lyonnais le détestent, supporters Malgré marseillais le des détestent. résultats, malgré tout. À Lille, il est aimé ce gars-là ou même Bah pas? à Lille, je vais te C'est dire, fou quand même. moi je connais plein de Al Nasser, il aime pas non plus, je connais visiblement. plein de À la joueurs. Roma, il a encore une. À la Roma, t'as raison, en À la Italie, il a une Roma, cote. ouais. Non, mais franchement, c'est un peu dur. Il vous a amené, sauf si je dis une bêtise, en finale, en demi-finale de. En finale. Deuxième Non. place aussi, non? Et deuxième place quand même, non? Non, mais franchement. Avec les moyens qui ont été consentis, avec la manière dont il a fait son petit mercato, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais bon, voilà, on va pas lancer, mais il a fait des mercatos, il y a des trucs qui sont bizarres. Il a Genre plombé. Bah, Radonjic, quoi. Il a le même agent, c'est chelou, quoi, tu vois. Moi, je trouve ça bizarre. Il vient de la Roma. Strootman, avec son salaire ça a plombé les finances et la marge d'action du club sur des saisons entières. Non, pour moi, il n'y a rien de positif dans le passage de Garcia. Mais pour revenir à Tudor, je pense que ce qu'il apporte, c'est cette rigueur, d'accord. Mais je pense que c'est un entraîneur qui est pas fini, dans le sens où je lui vois une marge de progrès assez importante. Et qui progresse à Marseille, c'est bien, parce que je pense qu'il correspond à l'état du projet de Marseille à l'instant T. C'est-à-dire que Marseille, on essaye de se réinstaller comme une équipe qui joue tous les ans la Ligue des Champions. Tudor, c'est un entraîneur qui vient du Hellas Vérone, qui est un entraîneur qui passe des étapes lui aussi, qui a amené, je pense, un jour à avoir un club d'importance. La Juve semble être une évidence, mais ça match à l'instant T, ça match. Alors après, est-ce que ce sera un mariage sur des saisons et des saisons? Je ne pense pas, mais en tout cas, de ce que je vois sur cette saison-là, avec un effectif qui a été chamboulé, bouleversé, il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés, d'être arrivé à faire prendre la mayonnaise alors que rien n'allait pendant l'intersaison, je trouve ça très fort et je m'attends à beaucoup de choses l'année prochaine. Alors, Il a battu une stat hier, Tudor. Il a gagné, c'est l'entraîneur qui a marqué le plus de points. J'ai oublié, mais À la 32e compléter ma journée, phrase, ouais, un truc exactement, ouais. On va écouter Valentin Rongier après le match. C'était un match très abouti. Maintenant, il faut qu'on revoie les images parce que tout n'était pas parfait. On a encaissé un but, mais c'est sûr que sur le terrain, on a senti, même nous, on a senti qu'on était costaud. Alors si on regarde maintenant un peu le calendrier de l'OM, donc il y a OM Auxerre la semaine prochaine, puis Lens-Marseille le 6, c'est le match que tout le monde attend évidemment, c'est le test. Ensuite, c'est Angers, il y a Lille aussi. Il y a un déplacement à Lille qui va être compliqué. Déplacement à Lille, puis Brest, il termine la saison à Ajaccio. Côté lensois, il y a Toulouse, donc Marseille ensuite, puis Reims, Ajaccio et Auxerre. Bon, ça semble plutôt en faveur de Lens. Donc il y a un crash test à Bollard dans 2 semaines. Bah, je vais te dire, ça me fait moins peur que si on les recevait. Oui, c'est vrai. On est beaucoup plus performant à l'extérieur. Après voilà, la seconde place va se jouer sur ce match-là. Et c'est extrêmement passionnant, c'est palpitant. Moi je te rejoins, tout le monde aime les Lensois parce qu'ils dégagent quelque chose qui est très 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 sympathique, de l'énergie, de la vigueur, de la vie tout simplement. Et puis aussi c'est facile d'aimer Lens parce que voilà, Lens c'est moins clivant que Marseille, que Paris, que Lyon. Quel joueur de Lens On va t'aimerais pas dire voir ça à Lille, hein, mais ouais. Ouais, à part pour les Lillois, ouais. Quel joueur lensois t'aimerais voir à Marseille l'année prochaine? Mais j'ai envie de te dire aucun. Même pas Seko Fofana? Peut-être Medina, mais je pense que ce qui fait la beauté Ou de Openda peut-être? Mais tu peux pas réduire Lens à Fofana Oui, seulement je d'ailleurs. pense que ce qui fait la beauté lensoise, c'est la dynamique collective. Et je pense que des joueurs qui s'épanouissent dans ce contexte-là ne s'épanouiront pas forcément dans le contexte marseillais. Moi, je pense que Klose, c'est un bon exemple. Klose, même s'il a fait des premiers bons mois de qualité, on voit qu'il a un petit peu perdu et qu'avec la pression, c'est un petit peu compliqué. Là, Il y a aussi la déception de la Coupe du Monde, de la non-sélection. Oui, mais quand tu joues à Marseille, tu dois être capable d'avaler ce genre de pilule. Je pense qu'un joueur comme Valentin Rongier était en mesure de s'attendre à être au moins dans le groupe et il n'a pas été dans le groupe. Plus que ça même. Ouais, moi je pense qu'il aurait pu être même. Il aurait dû. Il aurait dû, ouais. Et du coup, moi j'en veux pas. Et puis j'ai envie qu'il reste à Lens. Attends, il y a la Ligue des Champions à jouer, c'est super pour eux. On peut faire notre marché ailleurs. Longoria a ses réseaux ailleurs, c'est très bien. Qu'ils restent, qu'ils gardent leurs joueurs, j'espère pour eux. David sur Lens?
Lens, de toute façon, moi, c'est l'éloge de la compétence. C'est-à-dire que quand on regarde toutes les couches de ce club, il y a de la compétence. On a Hugo Orléans, qui est un investisseur et un actionnaire responsable, ambitieux, qui les a pris de Ligue 2, qui a été patient et qui n'a pas fait des dépenses déraisonnables, mais petit à petit, il a su sortir le chéquier, comme pour faire venir Seko Fofana, qui était très demandé, et construire année après année un effectif de qualité. Ensuite, en dessous, on a Grégory Thiel. Il faut se rappeler que cette Qui a saison, remplacé qui a remplacé Florent Ghisolfi. Cette saison, ils perdent leur directeur sportif, Florent Ghisolfi, qui avait bâti cet effectif, et le directeur de la performance. Ça s'inquiète pas du tout. Ça s'inquiète pas du tout. On promeut Grégory Thiel. On va chercher un autre directeur de la performance qui travaillait d'ailleurs avec Marcelo Bielsa. Tiens, c'est quand même amusant en fait que athlétiquement, on voit que Lens bat des records de sprint à haute intensité avec ce directeur de la performance et on fait confiance à Francaise. C'est-à-dire que qui est devenu manager dans toutes les strates, il y a de la compétence. Moi, je suis épaté de leur mercato d'hiver. Claude Maurice se blesse, pas de souci. Fulgini est en difficulté à Mayence. On va le faire venir. Thomasson, que tout le monde prenait pour un joueur moyen plus de Ligue 1, on se rend compte qu'avec la vision, avec un projet collectif très identifié, un joueur moyen plus de Ligue 1 devient le joueur parfait. Regarde Doucouré. Vous vous rappelez de Doucouré? Crystal Palace qui est parti à Crystal Palace. Abdou Samed, il a j'ai oublié dans les joueurs qui ont perdu, que Clermont a perdu. J'aurais dû. Et Lens, tu parlais des recrutements, pas à l'hiver, mais l'arrivée de Brice Samba a aussi énormément changé les choses. Parce qu'il y a entre Leca et Fariñez, qui avaient fait venir. Attention, Fariñez, c'est un très bon gardien. Ouais, bien sûr, mais il n'avait pas confirmé comme il devrait. Et là, Samba, il s'est imposé. Il n'a pas eu la chance de confirmer, mais je pense que Fariñez, pour l'avoir beaucoup vu avec sa sélection et tout, c'est du très haut niveau. Le seul truc, s'il a pas signé dans des clubs plus importants, c'est qu'il est petit. C'est toujours ce qui a bloqué pour lui pour signer en première ligue notamment. Messieurs, on enchaîne avec Lyon.